Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Docteur Jean-Emmanuel Gnagno, c'est notre invité. Il est avec nous. Docteur Jean-Emmanuel Gnagno, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Comment vous portez votre mouvement Togo Restauration? Togo Restauration se porte bien. Nous sommes toujours au niveau de la phase de mobilisation à la base, pour pouvoir lancer véritablement une nouvelle dynamique nationale qui puisse répondre aux attentes réelles des Togolais. Vous y croyez? Absolument. Vous savez, j'ai toujours eu à dire que le système politique togolais aujourd'hui est décadent. Il est important que nous puissions réfléchir et transformer, mais innover aussi, n'est-ce pas, le discours politique qui a prévalu dans le pays pendant plus de 3 décennies. Il ne doit surprendre personne que aujourd'hui des jeunes puissent penser la chose politique autrement. Au-delà des pesanteurs. Vous pensez que vos aînés ont échoué? Non, je n'ai jamais dit cela. J'ai toujours dit que nos aînés ont fait ce qu'ils ont pu faire dans leur temps, en leur époque, avec les réalités qu'ils ont eues, les paradigmes dans lesquels ils étaient confinés et au regard desquels ils devaient prendre des décisions, des choix, faire des choix. Donc, nul n'a échoué en fait, mais chacun a pu faire tout simplement ce qu'il a pu faire en son temps et au regard de l'histoire. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous avons d'autres paradigmes à faire valoir. Nous avons d'autres façons de penser la chose politique. Nous sommes dans un monde beaucoup plus dynamique aujourd'hui, numérisé. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas donc nous demander de réfléchir de la même manière. Mais nous sommes complémentaires parce que l'adage dit c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est vrai qu'il faut voir également l'état de l'ancienne corde. Aussi. Mais je peux quand même dire que les aînés n'ont jamais démérité. Ils sont toujours là pour pouvoir accompagner. Ils sont toujours là pour pouvoir soutenir et apporter beaucoup de réflexion. Et ils sont toujours sur la scène. Donc, en fait, nous cohabitons avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas question de les faire dégager. Non, nous n'avons jamais... Les gens nous ont prêté de telles intentions. Il est l'heure de sonner la révolution de la jeunesse. Non, écoutez, cela ne se décrète pas, mais il appartient aux jeunes de pouvoir prendre leurs responsabilités et l'histoire même se charge de ce que l'histoire veut faire. C'est comme ça que cela se passe. Lors des successions, des événements de par le monde et depuis que l'humanité est là, depuis que les nations se constituent, les générations se suivent. Et la transmission des connaissances, la tradition même préside à cet événement-là. Ok. Aujourd'hui, c'est le rôle de cette jeunesse-là, mais on va faire un petit tour en Côte d'Ivoire. Actuellement, l'actualité est marquée par cette rencontre tant attendue cet après-midi entre Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, ceci après 10 ans de tension. Docteur Jean-Emmanuel Gnagno, pour certains, c'est un grand pas vers la réconciliation totale. Comment vous analysez de très loin cette rencontre qui se prépare actuellement en Côte d'Ivoire, tout ce qui entoure cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous attendez après cette rencontre? Bien, écoutez, la paix est ce que nous avons, l'humain a de plus cher. Et il n'est pas normal que les êtres humains ne soient pas capables de vivre ensemble. Le vivre ensemble doit être chaque fois préservé. Et c'est sur l'autel du vivre ensemble qu'il faut sûrement sacrifier nos égos, sacrifier nos intérêts personnels et penser véritablement à la réconciliation nationale. Je crois que la Côte d'Ivoire va tourner sûrement une page décisive aujourd'hui. Et si cela arrivait justement comme prévu à se réaliser, la rencontre Laurent Gbagbo et Ouattara est une rencontre historique. C'est une rencontre qui va s'inscrire dans la dynamique effectivement de la réconciliation nationale et qui va permettre que l'apaisement se conçoive avec beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de sérénité. La dernière fois, comprenez que Ouattara a dû
a dû désavouer Big Togo, ce qui prouve quand même que il veut également jouer la carte de l'apaisement. Il appartient également aussi à Laurent Gbagbo aujourd'hui de pouvoir considérer que sa victoire a été déjà obtenue. C'est la victoire peut-être d'oublier ces 10 années passées en dehors du pays. Et de remercier d'abord Dieu qui lui a gardé la vie sauve et surtout d'oublier de pardonner. Parce que le plus grand don, c'est le pardon. C'est le don qui est au-dessus de tous les dons. Et celui qui pardonne est le plus grand. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo peut sortir encore plus grand s'il pardonne. C'est vrai qu'il y a une dialectique qui se pose dans le pays où il y a également à des moments donnés des formes, entre guillemets, de manipulation, où on parlerait de victimes, etc. Mais nous n'allons pas ouvrir encore la boîte de Pandore, tout en comprenant que, les victimes dont on parle, si Gbagbo n'est pas le coupable, qui est donc le coupable? À l'heure de la réconciliation, ce qui est plus recommandable, c'est d'aller tout simplement au pardon. Donc d'oublier tout ce qui s'est passé. De faire l'effort. Peut-être parce que l'adage dit, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Oui, mais de faire l'effort quand même de pardonner et d'amener ce grand peuple-là vers une grande réconciliation et engranger justement d'autres enjeux, notamment le développement. Il y a des exilés du cas de Laurent Gbagbo et aussi d'autres qui sont en prison. Pour certains, ce serait une belle occasion pour l'ancien président de demander le retour au pays de ces exilés politiques et ceux-là qui sont en détention, de demander leur libération. Ça aussi pouvait constituer quand même à cette réconciliation tant entendue. Bien entendu, parce que la réconciliation ne va pas être un vain mot, mais la réconciliation doit s'accompagner de mesures d'apaisement. Au nombre justement de ces mesures d'apaisement, il faut absolument la libération en tout cas la libération des prisonniers politiques. Ensuite, il faut le retour des exilés politiques. Il faut que toute la nation ivoirienne se retrouve et se donne la main. C'est cela qu'on appelle réconciliation nationale. La réconciliation nationale ne va pas se faire dans une dynamique de deux poids, deux mesures. Alors, donc, c'est tout à fait normal. Et M. Ouattara doit déjà même être dans cette posture de pouvoir être très ouvert pour pouvoir permettre que, beaucoup qui sont du camp de Gbagbo et qui sont retenus jusque-là dans les prisons soient libérés. Cela participe du processus même de réconciliation nationale. Et on espère, on va voir de très près ce qui va se passer ce jour entre les deux hommes. Un autre pays africain dont vous aimez tant, vous le connaissez tant, c'est le Mali, où vous avez des amis, Dr Jean-Marie Niagnou. L'actualité ces derniers temps est marquée par cette agression du président de la transition, Assimi Goïta. Mais dimanche, on a appris que l'agresseur a rendu l'âme, ce qui complique vraiment la situation. L'avancement de l'enquête. Il faut quand même savoir ce qui s'est passé réellement, pourquoi le jeune est mort mystérieusement. Est-ce que ça cache quelque chose, cette mort soudaine? Oui, bien sûr, parce que d'abord, ce qui est survenu était prévisible. À voir aujourd'hui la posture politique du colonel Assimi Goïta. Il est clair qu'il s'est fait déjà beaucoup d'ennemis. D'abord même en venant au pouvoir par un coup de force, quelles que soient les raisons, il a déjà beaucoup d'ennemis. Maintenant, ces ennemis, il les a davantage très proches de la France parce que sa position en tant qu'homme politique vis-à-vis des intérêts de la France, nous la connaissons, ce qui voudra dire que le colonel Assimi Goïta a beaucoup d'ennemis. Maintenant, qu'on essaye d'attenter à sa vie, cela n'est pas surprenant, puisque quand vous êtes supposé avoir beaucoup d'ennemis, les ennemis ne vont pas rester là, l'être mort. À la mosquée aussi. L'ennemi va chercher l'opportunité, l'occasion qui lui permette justement d'orchestrer ses intentions, de matérialiser ses intentions. Alors, donc, ce qui s'est passé était aussi un peu insolite que on ne soit pas arrivé à avoir déjà des propos
qui puissent aider des propos de la part donc de l'agresseur et qui puissent aider à l'avancement de l'enquête, ça pose problème. Maintenant, ce qui complique effectivement la tâche aujourd'hui, c'est le mystère qui tourne autour du décès, n'est-ce pas, de cet agresseur. Je crois quand même que cela laisse beaucoup à désirer et beaucoup peuvent se poser des questions. Est-ce que des gens vont rentrer même dans... Des gens vont rentrer... C'est clair que si l'agresseur est décédé, cela, les supputations vont aller rapidement vers des questions d'assassinat, ça c'est clair, parce qu'on ne voudrait pas qu'il parle. Maintenant, qui ne veut pas qu'il parle et qui est derrière tout ça là, qui sont les commanditaires. Donc je crois quand même que le mystère restera entier pour le moment, mais laissons quand même le Mali poursuivre les enquêtes. Parce que ça fait double enquête maintenant. Finalement, connaître maintenant qui sont les commanditaires de cette agression, voilà. et qui sont derrière cette mort de l'agression. Absolument. Double enquête. Donc, absolument. Donc je crois quand même qu'il faut laisser quand même les Maliens continuer les investigations et nous situer dans les jours à venir de façon plus précise, au lieu que nous enlisions ici dans des supputations. Ok, retour au Togo, Dr. Germain Gagnon, vous l'avez suivi, tout comme les Togolais, il y avait une nouvelle discussion entre les acteurs politiques. Les travaux qui ont démarré le 19 janvier ont pris fin le 13 juillet dernier, 6 mois de travaux qui ont accouché 52 résolutions. C'est vrai que votre mouvement n'a pas pris part à ces discussions, mais vous avez aussi suivi, comme tous les Togolais, ce qui s'est passé durant les 6 mois. Votre commentaire d'abord sur le travail et ces propositions qui sont quand même sorties. Non, écoutez, moi je vais d'abord réagir sur le principe. Sur le principe du choix. Non, le principe même de pouvoir rassembler les acteurs politiques pour échanger, pour discuter. Je voudrais saluer le principe. Je voudrais saluer le principe que le gouvernement initie un cadre de concertation pour discuter avec les acteurs politiques, pour s'entendre et se comprendre, que chacun puisse exprimer ses inquiétudes. C'est ce que nous voulons. Il faudrait que ces cadres-là se multiplient. Il faudrait que de telles initiatives viennent de temps en temps pour permettre qu'on puisse s'échanger, on puisse exprimer les uns et les autres les inquiétudes, les préoccupations, les doutes et les craintes, et qu'on puisse justement arrondir les ongles. C'est cela la vie politique. Et sur le principe, je salue justement cette initiative du gouvernement. Maintenant, sur le fond, je ne le maîtrise pas autant, parce que je n'ai pas pris part aux discussions, mais j'avoue quand même que dans les indiscrétions, ce que nous savons, c'est que, puisque jusque-là, les 52 propositions ne sont pas rendues publiques, ils sont au niveau du gouvernement qui ne sont pas rendues publiques, donc il est un peu difficile de pouvoir véritablement se prononcer là-dessus, mais je peux quand même dire que, à ma connaissance, les points sur lesquels les discussions portées sont quand même importants. Il s'agit essentiellement du cadre électoral qu'il faut assainir. Je crois que la question de la CENI, la recomposition de la CENI, il s'agit également de la loi sur les manifestations. Il s'agit aussi du statut de l'opposition. Donc je crois quand même que l'apaisement, les mesures d'apaisement, etc. J'estime quand même que ce sont des sujets hautement actuels sur lesquels, effectivement, pour que nous puissions mieux assainir notre vie politique nationale, il est important que des discussions sincères et sérieuses se fassent sur ces points. J'avoue que je veux bien croire que les discussions qui ont été menées dans le cadre sont menées dans ce sens de sincérité et surtout de sérieux. Et je pense également que, surtout le cadre électoral, parce que toutes les questions liées à la crise sempiternelle que nous connaissons dans notre pays, ces crises-là sont toujours liées au cadre électoral. Et nous avons généralement des crises, quelquefois pré-électorales, post-électorales, même pendant les élections, nous avons toujours ces crises-là. Mais si nous pouvons arriver un jour à assainir suffisamment le cadre électoral pour que chacun, le fichier électoral, que nous puissions avoir le consensus sur le fichier électoral et que nous puissions véritablement nous entendre en tant que entre acteurs politiques togolais, j'estime quand même que, on peut toujours espérer un meilleur lendemain chaque fois que nous allons à des élections. Je pense également que la recomposition de la CENI est un sujet hautement important parce que
pendant longtemps, nous avons été devant le dilemme. Est-ce qu'il faut aller vers une CENI technique? Est-ce qu'il faut toujours garder une CENI politique? Donc, nous sommes toujours divisés sur le sujet jusque-là. Mais le problème de la CENI se pose toujours avec acuité. Alors, donc, je pense quand même que oui. En fait, pour pouvoir véritablement créer des institutions qui aient la confiance du peuple et qui aient également la confiance des acteurs politiques, il faut absolument tout simplement qu'on finisse par avoir des tests qu'on respecte. Docteur Germain Nagno, l'autre souci des Togolais, c'est que ces résolutions, on en a connu dans le temps, mais c'est l'application. C'est vrai que ce qui est sorti de la CENAP ne sont pas des éléments nouveaux. Je n'ai pas voulu dire que la CENAP peut donner l'impression d'un APG bis. Parce que déjà, au moment de l'APG, les mêmes discussions étaient déjà faites là-bas. Il s'agissait déjà du cadre électoral, il s'agissait de la réforme, des réformes institutionnelles et constitutionnelles, il s'agissait déjà du fichier électoral, Donc ce sont des questions centrales récurrentes qui sont toujours là. Mais j'estime ma foi que si on arrive un jour à avoir un contrat social politique clair et un cadre assez suffisamment clair et auquel chaque acteur adhère et que nous avons la garantie de l'application et du respect, et cela ne posera pas de problème. Il est bien beau que nous puissions nous asseoir pour discuter et dialoguer, parce que pour nous, au niveau du mouvement Togo Restauration, le dialogue est sacré. Nous disons toujours qu'il faut dialoguer, qu'il faut s'asseoir entre frères, échanger, trouver des résolutions appropriées, idoines, concertées, partagées, et qu'on puisse avancer. Maintenant, l'autre étape, c'est que nous ayons les garde-fous, que nous ayons la garantie que les résolutions qui vont être issues justement de ces discussions soient appliquées. Donc, le défi aujourd'hui par rapport au Sénat, j'ai dit tout à l'heure que sur le principe, moi je loue, je salue le principe parce que j'invite encore le gouvernement, parce qu'il y a encore d'autres sujets liés aux questions de société, etc. J'invite également le gouvernement à initier des actions dans ce sens-là. Mais ce qui sera important, c'est aussi, lorsque nous aurons les résolutions, que nous puissions également mettre en place des instruments objectifs qui permettent de respecter scrupuleusement ces décisions ou alors ces résolutions pour que la vie en communauté, la vie ensemble puisse être véritablement un acquis pour nous. C'est ce que tous les Togolais demandent, à ce que ces résolutions issues de la CENAP soient quand même mises en œuvre. Docteur Germain Nagno, c'est vrai que dès les premières heures de cette rencontre, nous avons aussi parlé de la préparation des élections régionales à venir dans le pays, ceci pour fermer les pages de la décentralisation. Au niveau du mouvement Togo Restauration, est-ce que vous êtes dans cette logique des élections régionales? Vous vous y préparez? Oui, mais la décentralisation est un processus qui a commencé. Il faut que nous allions jusqu'au bout pour que nous puissions véritablement avoir également les régions et qu'on aille encore au bout, parce qu'il y a également après le Sénat. Il faut que nous encourageons le gouvernement à continuer à poursuivre ses efforts et que nous puissions avoir tous ces niveaux de la décentralisation, que ces niveaux soient effectifs dans notre pays. Vous savez, les élections, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du cadre électoral. Nous sommes en train de voir qu'il y a une discussion qui se fait. Nous attendons de voir les résultats réels qui vont sortir, les 52 propositions dont vous avez parlé. Il faut que le gouvernement valide ou alors examine et puis rende public et que nous puissions voir pour véritablement être sûr de ce qui se prépare. Parce que il vous souvient qu'au moment des élections, de l'élection présidentielle de 2020, le quiproquo qui s'est invité a fait dire à beaucoup que nous ne nous étions pas préparés, mais nous avons fait comprendre aux gens qu'il y avait un vice de procédure, les tests n'étaient pas respectés. Donc nous ne sommes pas là seulement pour aller aux élections, mais nous voulons que les élections soient des moments de célébration des tests qui sont là, que les élections puissent être véritablement des compétitions équitables qui permettent à tout le monde d'y aller avec toutes les chances possibles. Il ne faudrait pas qu'il y ait tout simplement chaque fois cette disproportion où certains vont avoir plus de privilèges que d'autres, etc. Non, mais nous allons suivre la suite des choses, l'évolution,
nous allons voir et examiner également les recommandations qui vont sortir du Sénap. Nous pensons que ce n'est pas grave. Des gens sont allés discuter, pour nous, ce n'est pas grave. Les résolutions qui vont sortir de là-bas... Vous retrouvez quand même dans ce qui a été dit. Les résolutions qui vont sortir de là, si les résolutions sont objectives, si les résolutions peuvent aider à dénouer la crispation politique dans le pays, surtout liée aux élections, si les recommandations peuvent également aider à rassurer chaque Togolais, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas besoin d'être là-bas forcément. Non, c'est des Togolais qui sont là-bas, c'est des frères qui sont là-bas. Nous avons foi que ce qu'ils vont faire, ça va bénéficier, apporter quelque chose au pays. Donc nous leur faisons confiance. Et donc maintenant, nous allons mieux examiner au moment venu les propositions qui vont sortir de là-bas. Le constat sur le terrain, c'est qu'au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020, on note que l'opposition a du mal à se relever. Dr. Germain Niagno, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un silence ou bien vous êtes en agonie? Non, mais nous, dans un coma profond. Nous, c'est pas nous. Moi, je suis un Togolais. C'est pas nous. Vous savez, ce n'est pas chaque fois que ce débat arrive, je dis. Ce n'est pas l'opposition qui est à l'agonie, c'est le Togo qui est à l'agonie. En général. C'est le système politique qui est à l'agonie. Il faut nous suivre dans nos développements. Nous avons commencé à dire depuis un moment que, vous savez, les idéologies naissent, sont promues, arrivent à leur apogée, deviennent décadentes et meurent. Les systèmes politiques vivent le même sort. Et donc, le système politique qui a prévalu au Togo depuis 90, après l'ère de la démocratisation, le vent de la démocratisation, les contestations, et puis on parvient à une nouvelle constitution, et les ambitions, les idéaux, et les rêves que les gens ont nourris depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, ce n'est plus la même réalité. Le système politique togolais tel que cela s'est structuré depuis lors jusqu'à aujourd'hui est devenu caduc. Il faut réinventer le système politique. Qui va le réinventer? Mais c'est nous. Nos propositions sont là. Réinventer le système politique, c'est que nous puissions à un moment donné nous dire, mais comment est-ce que nous avons fonctionné jusque-là? Pendant longtemps, le peuple togolais aimait une opposition classique, une opposition dure. Lorsque tu viens sur une chaîne et que tu n'insultes pas, par exemple, celui qui est au pouvoir, tu n'es pas opposant. C'était une façon de penser qui s'est sédimentée jusque-là. Mais nous, on dit non. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. Nous concevons la chose politique comme étant une famille. Nous sommes une nation. Et en tant que nation, nous n'avons qu'à discuter entre nous. Je ne vais pas venir ici pour insulter le président de la République. Non. Mais je vais venir ici pour lui dire, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à cette décision que vous êtes en train de prendre. Tout à l'heure, j'ai dit que par rapport au Sénat, est-ce que je suis du gouvernement? J'ai salué l'initiative du gouvernement. J'ai dit que mais sur le principe, cette initiative-là est à louer. Et je l'encourage même, j'encourage le gouvernement à multiplier pour pouvoir s'adresser à d'autres sujets également. Il faut changer la façon de faire la politique. Maintenant, le pouvoir en place s'enlise de plus en plus. Mais l'opposition est à l'image du pouvoir en place. Le pouvoir en place aujourd'hui, si l'opposition n'est plus opposition, cela n'arrange même pas le pouvoir en place. Le pouvoir en place est dans cette situation d'enlisement aussi notoire. Aujourd'hui, incapable peut-être aussi de pouvoir innover. Mais c'est comme des frères siamois finalement. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le problème que nous avons au Togo, c'est aujourd'hui un problème de système politique. Parce que les acteurs qui ont véritablement agi sur la scène politique, qui ont occupé la scène politique depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, ont eu effectivement leur mode de pensée. Ils ont eu leur façon de régler les choses politiques. Ils ont eu leur façon de concevoir les choses politiques. Nous avons vu les résultats. Moi, je n'ai jamais parlé d'échec. Mais moi, je dis, un résultat est un résultat.
le résultat peut être insuffisant. Mais ça aussi, c'est le décolle pas au niveau de vous, la jeunesse, pour votre émergence, peut-être pour changer les donnes. Vous êtes aussi. Mais est-ce que je suis dans sur les votre plateau? Est-ce que je suis aujourd'hui sur votre plateau? politiques-là. Aujourd'hui, c'est vrai que vous parlez de cette caducité de ces ACM. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, au niveau de la jeunesse, vous proposez de nouveau? Qu'est-ce que vous avez? C'est vrai que vous faites des analyses, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau pour changer la donne? Mais la scène politique togolaise, et dans les partis politiques, nous avons des jeunes. Ces jeunes peuvent apporter beaucoup de choses. Moi, je salue toujours Maître Apevon. Mais vous avez quitté l'FDR, vous avez dans des conditions, dans des conditions où on ne s'est pas compris sur juste quelques points. Mais je salue toujours Maître Apevon qui a compris qu'il faut faire la promotion des jeunes. Oui. Et ça, c'est une belle initiative. Et il y a également peut-être d'autres partis politiques qui comprennent aujourd'hui la nécessité de promouvoir les jeunes et de pouvoir instaurer dans leur parti des politiques de promotion des jeunes par rapport à la désignation des quotas de représentation. Apparemment, c'est comme si vous n'avez pas les mains libres dans ces formations politiques-là. Vous, les jeunes... moi, ce n'est plus véritablement mon cas. Aujourd'hui, j'ai pris... je ne vais pas dire j'ai pris mon destin en main parce que c'est Dieu qui prend le destin des gens en main. Mais Dieu... Vous avez pris votre chemin. J'ai pris mon chemin. Pour contribuer également à nourrir la réflexion sur la chose politique dans le pays. Mais ne pas surtout cracher sur l'FDR. Vous ne l'avez jamais fait. Non. Je n'ai aucun problème avec l'FDR. L'FDR ont une philosophie politique que je continue de défendre même, puisque c'est normal. C'est une philosophie politique que je n'ai jamais contestée. Donc je n'ai aucun problème avec l'FDR. Non, loin de là. Mais ce que je pense aujourd'hui par rapport à la jeunesse, c'est que la jeunesse peut avoir le courage de s'engager politiquement. Et les grandes innovations, les grandes réformes sont généralement apportées par les jeunes. C'est-à-dire quand une génération est en train de partir, une autre vient. Et lorsque l'autre vient, la relève est assurée. Et ceux qui viennent apportent véritablement de nouvelles idées pour booster la scène politique. Et la réflexion que je fais aujourd'hui, vous savez, en 2020, les gens, quand je me suis déclaré candidat à l'élection présidentielle, les gens ont dit, mais qui sont les candidats sérieux? Je demandais, mais avec quoi vous mesurez un candidat sérieux? Les gens disaient, mais pourquoi tu veux être candidat? Je disais, mais est-ce que je n'ai pas l'âge? Regardez, Assimi Goïta, il a mon âge. Il a 37 ans. J'ai 37 ans. Mais le monsieur Fonya Simbi est arrivé au pouvoir à quel âge? Les gens avaient dit à ce temps-là que vous étiez venu amuser la galerie. Et quand vous allez au Tchad, et le fils de Idriss Déby, quel que soit ce qu'on dit, finalement, il est au pouvoir. Il a quel âge? Il a mon âge. J'ai 37 ans, il a 37 ans. Alors, mais les gens... J'ai été formé au Togo. Je salue encore les enseignants qui m'ont formé. J'ai été formé, je suis un produit du Togo. J'ai fait de l'école primaire jusqu'à l'université au Togo. Je suis un produit du Togo. J'ai vécu au Togo. J'ai connu les problèmes du Togo. Maintenant, cette révolution mentale, de mentalité qu'il faut faire, et que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui pour pouvoir essayer d'apporter du nouveau à la conception de la chose politique, c'est que les Togolais, à un moment donné, puissent comprendre que, en tout cas, la façon de penser la politique depuis 90 jusqu'à aujourd'hui ne doit plus être la même. Avant, je l'ai dit tout à l'heure, mais si pour démontrer que tu es opposant, il faut que tu viennes, il faut que tu t'égosies proprement, il faut que tu tapes dur, il faut que tu sonnes grave, il faut que tu insultes ci, il faut que tu insultes ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour faire la politique. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une rupture qu'il faut faire. Pour montrer aux gens que, mais écoutez, les choses ont évolué. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je dis chaque fois, si je trouve la nécessité d'aller rencontrer quelqu'un de uni, discuter avec lui, s'entendre sur un point, mais il n'y a pas de problème. Si je trouve l'opportunité d'aller rencontrer quelqu'un de FDR, discuter avec lui, d'aller rencontrer quelqu'un de l'ANC. Pour le bonheur de la population, ça ne vous dit ça ne pose aucun problème. L'essentiel pour nous, c'est que nous sommes des Togolais. Le débat qui nous met ensemble, c'est le débat d'idées sur les choses d'opinion
sur des questions politiques, on peut discuter. Voilà l'affaire Pegasus aussi fait un grand bruit. Si Dr Jean-Emmanuel Niagno aussi est parmi les 300 numéros espionnés par le pouvoir en place. Mais on va marquer la pause et après on revient pour la suite de ce débat. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, Dr Jean-Emmanuel Niagno, président du mouvement Togo Restauration. Il est également agent au maire de la commune Lac 3, c'est à Bodrafort. L'affaire fait grand bruit actuellement, le Pegasus Gate. Ils sont plus de 300 numéros togolais être espionnés par ce logiciel d'origine israélienne. Ils sont des acteurs politiques, de la société civile et puis des religieux à être écoutés par le pouvoir de Lomé. Au jour d'aujourd'hui, pas une réaction officielle de la part du pouvoir. Docteur Jean-Emmanuel Niagno, vous avez écouté tout ce que cette affaire déclenche comme réaction de par le monde, le Togo, le Rwanda, le Maroc sont cités dans ce rapport de ce consortium des journalistes dans lequel ces pays qui utilisent ce logiciel israélien. Du coup, comment vous analysez la situation? Est-ce que vous comprenez le silence du pouvoir en place? Oui, mais je pense que... Allez-y. Je pense que le pouvoir en place se serait exprimé par la voix du chef de l'État. Oui. Et je l'ai lu quelque part où le président aurait justifié. Chez nos amis Le Monde. Voilà. Que c'est juste pour les raisons de lutte contre le terrorisme. Oui. Je crois que sur ce point, je suis d'accord avec lui. Oui. Sur ce point. Parce que tout État, tous les États s'organisent effectivement pour pouvoir protéger son intégrité territoriale et protéger également ses citoyens. Ça, c'est tout à fait fondé. Et je pense également que en tant qu'État, les États peuvent également mobiliser des moyens pour pouvoir se rendre plus forts dans le concert des nations. Oui, mais pourquoi pas? Le Togo peut devenir également une superpuissance. C'est notre rêve. Et nous savons ce que c'est, l'information. C'est dans ce sens-là, je crois que oui, l'État devra prendre des dispositions pour pouvoir protéger, n'est-ce pas, son territoire et protéger aussi ses citoyens. Mais que on se dévoie de cette mission et que on utilise finalement les moyens de l'État pour pouvoir espionner les concitoyens qui en fait sont plutôt des atouts pour le développement du pays. C'est à ce niveau où le bas blesse. C'est vrai que ces genres de crises ne sont pas que togolaises. Et dans beaucoup de pays dans le monde, en France même entre-temps, il y a eu cette affaire-là qui a explosé, l'affaire des écoutes, dans laquelle Sarkozy a dû véritablement s'expliquer plusieurs fois. Aux États-Unis, c'est la même chose. Dans beaucoup de pays, ces affaires finissent toujours par s'éclater. Nous savons que nous sommes écoutés. Moi, Niagno... Vous êtes écouté si vous aussi, vous, Niagno? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne serai pas surpris. Mais puisque... Mais écoute, j'étais quand même candidat déclaré à l'élection présidentielle. Je dois être surveillé. C'est possible. Même si je ne suis pas menaçant. Bon, peut-être. Mais je pense quand même que il est malaisé de se sentir suivi, surveillé, écouté, même vu. Même vu dans son intimité. Cela n'est pas normal. Je crois que le sujet doit être traité avec beaucoup plus de... Au-delà de cette réaction du chef de l'État par rapport à la sécurité, sur le terrorisme, d'autres Togolais disent qu'ils se prononcent concrètement sur pourquoi étendre cette opération sur les citoyens. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que étendre cette opération sur les citoyens me met dans une situation inconfortable. En tant que Togolais, j'ai le droit à mon intimité. Et en tant que citoyen, je dois être protégé dans ce sens-là. Maintenant, si je dois me savoir vu, parce que Pegasus, quand vous suivez bien, on dit on peut même utiliser la caméra de votre téléphone pour vous regarder. On vous écoute à partir même du micro de votre téléphone. On peut même tout simplement extraire
complètement les données de votre téléphone. Autrement dit, ça coûte cher si vous voyez ce qui a été mis en place pour cette opération. C'est des milliards qui peuvent quand même faire tout ça pour le pays. Si ça coûte cher, mais que l'objectif, c'est pour protéger les citoyens, c'est-à-dire rendre l'État fort dans le Conseil des Nations face aux agresseurs, cela est normal. Mais si ce moyen-là est investi plutôt pour espionner les citoyens, c'est à ce niveau où ça pose problème. Ça pose un problème d'abord de gouvernance, ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de vision politique, ça pose un problème de violation des droits. Et en tant que tel, ça interpelle plus d'un. Donc je pense que sur le sujet, nous avons les honorables députés qui sont là. Dans cette histoire-là, c'est que même les gens du pouvoir sont bien suivis, ils sont bien vus. Nous sommes tous vus. Chacun se voit, on est vu. Donc c'est pas une surprise. Non. C'est-à-dire que en fait, moi j'ai fini par réaliser quelque chose. C'est que les gens qui sont le plus vus dans cette histoire, c'est pas moi, Gnagnon, non, mais qui me voit. Mais c'est les gens même qui sont du gouvernement, c'est les gens même qui sont les gens du pouvoir. Comme le dirait quelqu'un de la maison. Mais c'est eux qui sont surveillés. c'est pas nous on sait que nous peut-être on nous sous-estime, on sait que nous on n'a rien. OK, on va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 22 21 80 92 02 80 63 et Pelé déjà en ligne. Pelé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Pelé? Docteur Gnagnon, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, je pense que moi, je le dis, tous ceux qui ne sont pas, tous les partis politiques qui ne sont pas dans le gouvernement, ils sont de l'opposition. Comme vous-même, vous êtes de l'opposition. C'est ce que moi je crois. Mais une chose est d'avoir son parti politique et de travailler sur le terrain et de savoir l'acte que vous posez et des propos que vous posez. Aujourd'hui, il faut que les pas suivent vos propos. C'est très clair. Bon, maintenant, aujourd'hui, je pense que vous parlez de la jeunesse. Avant, hier, il y avait la jeunesse. Il y avait toujours la jeunesse toujours. Mais demain, il y aura la jeunesse toujours. C'est-à-dire qu'aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Je pense que la jeunesse a très souffert. Tout à l'heure, on parle de la CENAP, que c'est tout ce qui s'est passé, c'est une bonne chose. Bon, pourquoi on dit la CENAP et on ne dit pas le 29e dialogue? C'est-à-dire que, clairement, ce qui se passe avec le FPT, il veut toujours prendre des gens pour faire son style de jeu, c'est-à-dire jouer comme on a l'habitude dans un match de foot, Toba. C'est-à-dire qu'il a un seul système de jouer. Oui, et clairement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez continuer avec ce que les actions ont fait? Qu'est-ce que vous allez continuer avec? Merci beaucoup à vous, Pelé. Derrière vous, c'est Félix qui veut réagir. Félix, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y, Félix. Oui, je dirais que la jeunesse devient de plus en plus paresseuse. Oui, par rapport à quoi? Bon, je demanderai à monsieur Emmanuel Gnagnon, par rapport à la jeunesse de 92 et à la jeunesse d'aujourd'hui, laquelle parmi cette jeunesse-là est plus paresseuse? Parce que actuellement, vous verrez la jeunesse togolaise crier ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous les regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez, ils font des choses inutiles, pas possibles. Mais c'est cette jeunesse qui crie que ça ne va pas. Et lorsque on distribue 2000 francs quelque part, il dit nous allons prendre ça et manger, nous allons les voter. Vous votez pour 2000 francs, c'est parti pour 5 ans. Or, c'est la jeunesse qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc, comment eux, en tant que politiciens, comment ils vont faire pour que cette jeunesse-là puisse savoir la situation, puisse savoir et connaître la situation dans laquelle elle se trouve pour pouvoir réagir. Ok, merci beaucoup. Edem, bonjour. Bonjour, papa. C'est pour réagir par rapport à l'émission. Vous êtes en direct. J'aimerais réagir par rapport d'abord à la jeunesse, ensuite par rapport au séminaire gouvernemental qui se fait actuellement à Cara, qui s'est terminé hier. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu les résolutions qui sont tombées de ce séminaire. Mais si notre gouvernement revient à Lomé, sans passer à la jeunesse, sans passer que tous nos papas qui sont dans nos institutions, qui veulent pas aller à la retraite. Je parle de l'aéroport, du port, de Togo Presse, qui est toujours une
presse à décoration caduque et de l'ANAC et l'agence qui s'occupe de la sécurité alimentaire chez Agadazi. Si tous ces messieurs-là ne dégagent pas de la scène et que la jeunesse les remplace, c'est que ce séminaire n'aurait pas son sens. Allô, Edem. Oui. Oui, aujourd'hui nous parlons de qu'est-ce que le séminaire gouvernemental de 12 jours à Kara a de... Le séminaire gouvernemental doit aider à ce que la jeunesse puisse arriver sur la scène et laisser les vieux à la retraite. Tous ces vieux sont déjà à la retraite, mais ils sont toujours là. La jeunesse en souffre. Ok, merci beaucoup. Nous en voulons. On n'a plus de comment dire, de leadership, puisque les vieux sont toujours là. Donc il faut qu'on donne le temps. Les vieux, on y a montré de quoi ils sont capables. Ils ont déjà fait leur preuve, que la jeunesse vienne les réveiller et que la jeunesse prouve ce qu'il en est aussi. Ok, merci beaucoup à vous, Edem, Dr. Germain Gnagno. Oui. Ils sont trois à intervenir dans cette émission. Pelé, qui parle quand même des partis politiques de l'opposition. Selon lui, si tout parti politique qui n'est pas au gouvernement est de l'opposition, selon lui. Et puis, pourquoi on ne veut pas appeler la CENAP le 29e dialogue aujourd'hui? Que faire pour que la jeunesse s'imprègne des réalités ou bien prenne le flambeau selon Pelé? Bien, d'abord, il a aussi dit que j'ai dit que ce qui se passe là-bas est bon. Oui. Je n'ai pas dit que ce qui se passe là-bas est bon. L'initiative a salué. Mais j'ai dit que l'initiative de rassembler les Togolais pour discuter est une bonne chose. Oui, bon, on va pas... Voilà. Maintenant, j'ai aussi dit que ce qui se dit là-bas, je ne sais pas. Je n'ai pas été là-bas. Mais sur les points là, nous, on attend que le gouvernement finisse l'examen de ces propositions pour que nous puissions au mieux nous exprimer. Maintenant, s'il s'agit de quoi là? De la jeunesse qui a trop souffert. Non, d'un 29e dialogue, ça je ne sais pas. Ils l'ont appelé CENAP. Ils n'ont pas appelé 29e dialogue. Oui, c'est des rencontres d'échange, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut l'appeler comme ça? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je peux dire, c'est que l'initiative là est bonne. Et il faut multiplier ces genres d'initiatives dans le pays visant également d'autres sujets. Il y a également le sujet de la vie chère aujourd'hui. Pourquoi ne pas appeler les acteurs de l'économie dans le pays pour échanger sur un sujet pareil? Ça, c'est une initiative que nous apprécions. C'est une bonne chose. Pour Félix, c'est vrai que la jeunesse togolaise, selon lui, est paresseuse aujourd'hui par rapport à la jeunesse de 92 de nos jours. Comment vous le trouvez ici, l'utilisation des réseaux sociaux? Vous savez, chaque époque génère ses enfants, les enfants de la génération. Ou alors, les acteurs non, d'abord les enfants d'une génération. Et les fils et les filles de la génération, les hommes d'une génération. Alors, mais la génération de 90 a eu également ces réalités qui ont eu un impact socio-économique et qui ont également socio-économique, psychologique, politique et qui a conditionné également un certain nombre de comportements politiques. Après ça, la génération d'aujourd'hui également vit dans un monde avec ses réalités et avec des choses qui lui imposent un mode de vie donné. Maintenant, le travail qui doit se faire, qui prépare les générations. Une génération aujourd'hui, notre génération doit commencer par préparer la génération à venir, par nos actions. Les jeunes aujourd'hui, s'ils doivent être des jeunes dynamiques, qui puissent véritablement entreprendre, qui puissent véritablement être percutants, c'est que normalement on devrait déjà les former. On devrait déjà les avoir formés. Avoir un leadership, voilà, qui inspire, un exemple à suivre. Qui inspire. C'est ce qui manque aujourd'hui. Ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de repères. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle politique réellement parlant au pays. Regardez par exemple, c'est vrai, je risque de citer les gens qui sont morts, mais quand vous allez au Ghana, quand on dit président Didier Rollis, quand quelqu'un dit je veux ressembler à Didier Rollis, c'est quelqu'un qui inspire le jeune. Mais quand nous sommes au Togo ici, quels sont les symboles qui peuvent inspirer les jeunes? Quel est même, je dis même, il faut revoir même notre éducation civique et politique. Depuis un moment, cette façon d'éduquer civiquement le peuple togolais est caduque. Comment on révolutionne? Regardez, Dr. Gnagno n'est pas un modèle pour la jeunesse. Moi, je fais partie de la génération. Ils ne peuvent pas pour le moment me prendre pour modèle. Non, pas du tout. Mais normalement, aujourd'hui, un modèle naît d'abord de la génération précédente qui inspire la génération suivante. Mais dans le cas d'espèce, les jeunes aujourd'hui, et puis, qu'est-ce qui décourage les jeunes?
c'est également la façon dont la politique se fait. Oui. Quand tu mets ta bouche dans la politique, qui n'est que la gestion de la cité, tu donnes ta contribution. Si on te prend, on t'emprisonne. Les gens ne vont plus y aller. Et surtout, lorsque la vie politique a été malheureusement ponctuée de beaucoup de morts, cela effraie. Les gens ne veulent pas aller là-bas. S'engager. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, beaucoup ont abandonné mes numéros. Je suis devenu comme une sorte de paria. Quand tu appelles un ami, il dit ah Nyagno, moi je ne veux pas de problème. Parce que en m'engageant politiquement, je sais ce que j'ai perdu jusque-là. Que ce soit partout. En tant que jeune, je sais ce que je perds. Je fais des sacrifices. Tu arrives ici, on dit ah, c'est les opposants, on ne veut pas de problème. Voilà ce que nous avons enduré jusque-là. Docteur Germain Niagno, les jeunes doivent comprendre cette réalité, mais qui forme les jeunes, c'est la génération précédente qui forme les jeunes de la génération suivante. Si les jeunes d'aujourd'hui sont des fainéants, cela regarde quelqu'un, ceux qui nous précèdent. Merci beaucoup à vous, docteur Germain Niagno. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Togo Restauration. Votre dernier mot pour conclure rapidement. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a la vie chère. Oui. Il est important que nous puissions comprendre cette réalité. Nous sommes pour la première fois le Togo en train d'expérimenter l'état d'urgence sanitaire qui va jusque bientôt à 15 mois. Oui. Cela n'est pas normal. Il faut évaluer le système de l'état d'urgence sanitaire. C'est la première fois que le Togo, depuis que le Togo est État, que le Togo expérimente l'état d'urgence sanitaire où nous sommes dans une situation où l'état de droit est mis en veilleuse. Il est important qu'à un moment donné, qu'on ne fasse pas d'amalgame et qu'on finisse par considérer l'état d'urgence sanitaire comme l'état de droit. Il est important que nous puissions commencer par préparer un plan pour revenir à l'état de droit. Et l'autre chose que je vais dire, c'est que dans notre pays, on a besoin du statut des anciens présidents de la République. C'est important. Nous l'avions toujours dit. Mais la dernière fois, quand Abbas Mofo est décédé, on l'a compris. C'est quelque chose qui est un grand vecteur pour l'alternance politique dans notre pays. J'encourage les députés à pouvoir, les députés et le gouvernement, à acter des actions dans ce sens-là pour pouvoir avoir la loi organique qui régisse justement le statut des anciens président du Togo. Merci beaucoup, Dr. Germain Niagno. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Togo Restauration. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Ité Messa qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Réalisation signée Mathias Azialé, Vira Kofi Anani, Hervé Essai. Portez-vous bien. Bonne journée à toutes et à tous, accompagnés de la chaîne de l'excellence.